Et maintenant, ce que vous entendez, c'est le show du matin édition week-end avec Yann, Véro et Martin. Comme vous le savez, dans les prochains jours, d'après moi, d'après plusieurs personnes, on devrait s'en aller en élection. Et il y en a qui ont une tâche très difficile. Bon, comme vous le savez, dans les sondages, on dit que le PQ, dans les intentions de vote, est très, très, très élevé. Beaucoup de chances de passer. Est-ce que ce sera minoritaire ou majoritaire? Les libéraux sont quand même assez loin derrière le PQ. Et par la suite, là, vous avez Coalition Avenir Québec, vous avez ceux qui sont un peu plus bas, Québec solidaire, vous avez Option nationale. Il y a un autre parti aussi qui est là et qui, d'après moi, est équipé pour aller à la guerre, avec son chef du moins. J'ai le plaisir de le recevoir ce matin, M. Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Bonjour, M. Pouliot, comment allez-vous? Ça va très bien, bonjour à vous et à votre auditoire. Êtes-vous prêt pour aller à la guerre, M. Pouliot? Oh oui, on est pas mal prêt. Écoutez, c'est sûr que nous, on est un jeune parti, ça fait à peu près 1 an que je suis à la tête du parti. Alors, j'aurais bien pris encore quelques mois, mais une fois que le coup de fusil va être donné cette semaine, on va partir. Vous êtes persuadé que ça va être cette semaine, vous aussi? Pas mal. Je pense qu'au cours des 2 prochaines semaines, là, il y avait beaucoup de rumeurs l'an passé, à la fin de l'an passé, le fait qu'il y aurait peut-être des élections. Moi, j'étais pas convaincu à ce moment-là parce que les sondages n'étaient pas vraiment assez clairement en faveur du PQ, mais les sondages d'aujourd'hui qu'on voit aujourd'hui sont pas mal intéressants pour le PQ, alors donc je serais pas surpris là que même si on a une loi avec des élections à date fixe, ça c'est une des premières lois que le PQ a passées, mais ça semble pas y déranger bien. Monsieur Pouliot, vous allez vous présenter dans quelle circonscription à Québec? Alors, je me présente dans Montmorency. Moi, moi et ma famille, on est originaire de Québec. J'ai été élevé à Québec. Je suis allé au Petit Séminaire de Québec. Et puis, toute ma famille. En fait, mon aïeul, le premier Pouliot qui est arrivé au Québec en 1652 a débarqué sur la côte de Beaupré, probablement à Château-Richer. Alors donc, on est vraiment des gens de Québec. Alors ça me fait, pour moi, Montmorency, c'était un comté qui était normal pour moi. Là, qui est l'équipe autour d'Adrien Pouliot actuellement? Est-ce que vous avez une bonne équipe, des gens qui sont à la limite ministrables? Je dirais qu'on a, d'abord on a quand j'ai été nommé chef, la première étape, c'est de se bâtir un exécutif autour de soi. Et on a donc bâti un exécutif fondé, je dirais, au début, surtout avec des anciens gens de l'ADQ qui n'étaient pas d'accord avec la fusion avec la CAQ. Mm-hmm. Et donc, on a commencé avec ça. Et évidemment, ensuite de ça, il s'est greffé toutes sortes de gens, des gens qui sont déçus de la CAQ, des anciens conservateurs fédéraux, des gens tout simplement qui regardent ce qui se passe et qui sont découragés un peu de voir que les vieux partis proposent toujours les mêmes vieilles solutions. Alors mais je dirais que c'est beaucoup des gens de l'ADQ ou des anciens de la CAQ ou des conservateurs fédéraux là, qui se sont joints à nous autres. Vous définissez comment dans l'échiquier politique? Est-ce que vous êtes plus à droite, plus à gauche? Moi, je suis clairement à droite. De fait, je vous dirais qu'on est le seul parti à droite au Québec. Moi, j'ai toujours considéré que les autres sont des partis plus ou moins de gauche, soit tu sais, quand on regarde le PLQ, pour moi, le Parti libéral est un parti de gauche. Puis, tu sais, il faut définir ce que ça veut dire, gauche-droite, là. Pour moi, quelqu'un qui est à gauche, c'est quelqu'un qui veut grossir l'État. Mm-hmm. On prend toujours des solutions de l'État, des solutions étatistes. Donc, on augmente les dépenses, on augmente les impôts, on augmente la dette. Et quand on regarde ce qui est arrivé sous le règne de Jean Charest au cours des 10 dernières années, c'est ce qu'on a eu. On a une augmentation des impôts. Les 3 derniers budgets Bachand, il y avait des augmentations d'impôts, la cotisation santé, l'augmentation de la taxe sur l'essence, etc. Et non seulement ça, mais c'était pas assez, on a emprunté, parce que c'était même pas encore assez d'augmenter les impôts. On a augmenté la dette d'à peu près 50 milliards de dollars. Alors, pour moi, les libéraux, c'est des gens qui grossissent l'État. Pour pas besoin de parler du PQ, là, ça, on le sait. Puis la CAQ, au début, je pensais que François Legault, c'était le gars qui allait finalement faire un peu ce que moi je pensais qu'il doit être fait, donc réduire la taille de l'État. Mais quand on regarde les solutions apportées par la CAQ, on va couper à certains endroits, mais c'est pour dépenser plus ailleurs. Alors, par exemple, on va couper les commissions scolaires, mais on va augmenter le salaire des professeurs d'1 milliard de dollars par année pour supposément diminuer le décrochage scolaire. Alors, tu sais, finalement, tu échanges 4,30 cents pour une pièce, comme on dit. Ouais. Et finalement, M. Legault est un étatiste aussi. Il pense que l'État doit être fort, doit être gros, puis il faut toujours accompagner les gens, les entrepreneurs. Il faut choisir les bonnes subventions. M. Legault ne propose pas de couper les subventions puis de réduire les impôts des compagnies. Il propose de couper les subventions, mais d'en donner d'autres.
Les bonnes, cette fois-ci. Cette fois-ci, ça serait les bonnes qui seraient décidées par M. Legault. Alors donc, on est le seul parti, vraiment, à droite, puis j'ai pas peur de le dire, on est le seul parti qui veut diminuer la taille de l'État et prendre les épargnes puis les redonner aux contribuables. On veut pas faire disparaître l'État, là, tu sais, je veux dire, on est réel, tu sais, mais un État qui dépense 90 milliards de dollars par année, moi, d'après moi, s'il dépensait 75 ou 70, là, on verrait même pas la différence, ça changerait rien pour nous autres, mais on aurait 20 milliards de plus dans nos poches, puis on arrêterait aussi d'augmenter la dette pour les générations futures. Sur quel axe vous allez faire votre campagne? Est-ce que vous allez axer ça sur l'économie? Ben, c'est toujours les grands thèmes, hein? L'économie, les finances publiques, l'éducation et la santé. Et en éducation et en santé, ce qu'on propose, ce sont pas les vieilles solutions de toujours mettre plus d'argent dans le réseau, hein, les réinvestissements, entre guillemets, là. Tu sais, quand on utilise le mot réinvestissement, là, parce que ça veut dire que le premier investissement n'a pas marché, puis il faut en mettre plus. Hein, c'est un peu ça, hein? Ouais. Alors, nous, ce qu'on propose, c'est des solutions plus proches du privé. Pas nécessairement tout privatiser, mais, par exemple, en santé, dans un hôpital aujourd'hui, là, un hôpital normal du Québec, là, il y a le patient qui rentre là, par la porte d'en avant, là, pour le directeur général de l'hôpital, là, ce qu'il va rentrer, c'est une dépense. Encore une dépense. Encore quelque chose qui va venir gruger mon budget. Nous, ce qu'on propose, c'est de payer et la raison pour ça, c'est que les hôpitaux sont payés, sont financés, une fois par année, ils reçoivent un chèque qui est basé sur des raisons historiques. Donc, au CHUL, là, par exemple, là, l'an passé, c'était X millions, mais cette année, c'est X plus 2% pour l'inflation, tout ça. Que l'hôpital soit bon ou pas bon, qu'il traite bien ou mal, qu'il soit propre ou sale, qu'on attende une heure ou un jour à l'urgence, c'est toujours le même budget. Il n'y a aucun incitatif au directeur général d'être plus productif, de donner des meilleurs soins. Au contraire, même probablement que s'il est plus productif, il va faire couper son budget l'année suivante. Nous, ce qu'on dit, c'est il faut traiter le patient comme un client. Puis je sais qu'en santé, là, il y en a qui pensent que c'est un scandale, là, Mme Françoise David puis Amir Kadir vont dire « Ah, c'est écœurant, là, on marchandise la santé », mais c'est pas ça. On veut que le directeur général traite la personne qui rentre comme un client. Et ce qu'on dit, c'est qu'on va vous payer, monsieur l'hôpital, on va vous payer basé sur le nombre de patients que vous traitez, ou selon le nombre d'opérations que vous faites. Alors là, le directeur général, quand il va vous voir rentrer dans l'hôpital, il va dire « Youpi, des revenus, un client, j'ai besoin de ça. » Alors donc, il va essayer d'en attirer plus. Donc, il va essayer d'être plus productif avec les ressources qu'il a. Plus il va faire d'opérations, plus il va avoir de revenus. Plus il va faire d'opérations, moins l'attente va être longue. Et les hôpitaux qui feront pas ça vont perdre leurs clients au profit des autres hôpitaux qui, eux, vont vouloir s'améliorer puis diminuer les temps d'attente. Alors, tu sais, c'est comme... Finalement, on privatise pas l'hôpital, mais on lui donne des incitatifs privés. C'est un peu la même chose en éducation. Ce qu'on propose, on propose de donner, tu sais, aujourd'hui, l'argent dans l'éducation, mettons, pour l'école secondaire, part du ministère, s'en va ensuite à la commission scolaire, puis ensuite s'en va à l'école. Nous, ce qu'on propose, c'est de donner l'argent aux parents sous la forme d'une espèce de chèque, là, mettons une carte prépayée ou un chèque prépayé, là. Puis là, le parent part avec cet argent-là, mettons que c'est 6 000 $ pour l'élémentaire ou 9 000 pour le secondaire, puis il part avec ce chèque-là, puis là, il magasine son école. Okay. Alors là, les écoles, là, ils vont enfin voir les parents comme des clients. Ouais. Puis là, ben, ils vont essayer de les attirer. Hein? Mais ce qu'il faut faire aussi, c'est leur donner plus d'autonomie. Et donc, il faut abolir les commissions scolaires, permettre aux directeurs d'école de devenir des vrais patrons qui négocient leur convention collective avec leurs professeurs, là, pas au niveau provincial, mais au niveau de chaque école. Et là, il va y avoir une dynamique de concurrence entre les écoles, puis ils vont s'améliorer. On va leur donner l'autorité aussi de décider des programmes, des façons d'éduquer, de façon de, tu sais, le ministère va continuer à exister, là, puis le ministère va fixer les grandes orientations, mais en bout de piste, c'est les écoles qui vont choisir leur méthode d'enseignement. Alors, il y a peut-être une école qui va dire, moi, je prends la méthode des compétences transversales, hexagonales, verticales, horizontales. Puis l'autre va peut-être dire, ben moi, j'enseigne comme les bonnes sœurs enseignaient il y a 30 ans. C'est pas un peu dangereux, M. Pouliot, de tourner les coins ronds un peu, parce qu'évidemment, c'est le fun d'être productif, c'est le fun d'être rentable, mais des fois, quand on touche à des domaines pointus comme la santé, moi, de me faire opérer par un chirurgien qui doit faire 3 opérations de plus dans sa journée, peut-être j'aurais un peu plus peur, non?
Pas vraiment, parce que il va y avoir moi, quand j'étais à l'Institut académique de Montréal, on a mis sur pied le bulletin des écoles secondaires qui comparait les écoles et qui permettait aux parents de voir quelles étaient les meilleures écoles. On va faire la même chose pour les hôpitaux. On va avoir un bulletin des hôpitaux. C'est important que les consommateurs aient de l'information pour choisir où est-ce qu'ils vont avoir leurs soins. Et donc les patients vont pouvoir savoir qu'à tel hôpital, ben voilà où on a les meilleurs services, mettons, pour en chimiothérapie ou en cardiologie. Alors moi, je pense pas que les médecins vont faire ça, parce que s'ils le font, ils risquent la réputation de l'hôpital risque d'être entachée, et à ce moment-là, ben tout le monde va aller ailleurs. T'sais. Monsieur Pouliot, la semaine dernière, Agnès Mattel est allée faire un tour dans une école secondaire, puis elle a mentionné à des étudiants qu'elle était fière de donner 50% de son salaire aux impôts pour que ça puisse aider les autres personnes à avoir une qualité de vie meilleure. Puis elle aimait ça, elle, l'égalité. Comment on peut être fier d'envie de payer 50% d'impôts quand on est une ministre? C'est décourageant d'entendre ça. Ben, tu sais... Ces gens-là sont remplis de bonnes intentions. Puis on veut, moi aussi je veux qu'il y ait moins de pauvreté. Ces gens-là ont une certaine solution. Moi, j'en ai une autre. Eux autres, ils disent, on va diminuer la pauvreté en diminuant les riches. T'sais, on va avoir moins de riches et moins de pauvres. On va taxer les riches pour donner aux pauvres. Moi, ce que je dis, c'est, ça me dérange pas qu'il y ait des gens qui soient riches. Ce que je veux, c'est d'améliorer le sort des pauvres. Et pour faire ça, pour améliorer le sort des pauvres, la solution, c'est pas d'enlever l'argent aux riches pour le donner aux pauvres. La solution, c'est de faire avancer l'économie. Quand on a une économie qui est forte, qui est productive, qui est vigoureuse, tout le monde en profite. Qui avait dit ça? John Kennedy avait dit, la marée montante soulève tous les bateaux, les gros comme les petits. Alors, la marée montante, c'est l'économie. Quand l'économie va bien, ben, tout le monde en profite. C'est sûr que les riches en profitent. Mais moi, ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est qu'il faut que les pauvres en profitent aussi. Alors, il y a vraiment deux approches. Le but est le même, c'est d'aider les gens à pouvoir avoir un style de vie, un standard de vie qui a du bon sens. Mais eux autres ont une approche qu'on applique au Québec depuis 40 ans, qui est l'approche d'enlever aux riches, d'enlever à ceux qui ont du succès pour donner aux pauvres. Et finalement, au Québec, ce qu'on a, c'est que c'est vrai que nos pauvres sont bien traités, mais notre classe moyenne, 80% des gens on a une classe moyenne qui est de plus en plus écrasée. Puis Mme Maltais, elle a raison, là. Quand tu prends une famille moyenne au Québec, là, quand les deux travaillent, là, puis qui font 70 000 $ par année, là, 47% de leurs revenus pour une famille moyenne, là, 47% de leurs revenus s'en vont en taxes directes et indirectes de toutes sortes. Quand même hallucinant, là. Et ça veut dire donc que la famille moyenne au Québec travaille à peu près jusqu'au 21 juin pour payer son tribut fiscal. C'est de l'esclavage fiscal jusqu'au 21 juin pour nourrir la grosse machine étatique. Puis c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on commence à travailler pour nous-mêmes. Platement parlant, M. Pouliot, est-ce que le nom conservateur est un handicap pour vous au Québec? Ben, écoutez, ça c'est une question qu'on me pose tout le temps. Je dirais que compte tenu de la façon qu'est perçu peut-être le Parti conservateur fédéral, c'est pas nécessairement le mot conservateur n'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus positif pour nous, mais le mot conservateur, ça veut dire quelque chose. Automatiquement, ça veut dire quelque chose partout dans le monde. Si tu vas en Angleterre, si tu vas en Australie, même si tu vas aux États-Unis, un conservative ou un Republican, le mot conservateur, ça veut dire quelque chose. Vous avez jamais pensé... On est des conservateurs fiscaux, on n'est pas des conservateurs moraux, dans le sens où moi, le mariage gay, j'ai aucun problème avec ça. L'avortement, moi, je suis pro-choix. Nous, on se différencie vraiment, on se définit comme étant des conservateurs fiscaux, donc des gens qui veulent réduire la taille de l'État. Il y a des conservateurs dans le monde qui utilisent la force coercitive de l'État pour établir leurs propres standards moraux.
Tu sais, les gens qui sont contre l'avortement, les gens qui sont contre le mariage gay. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on pense que l'État ne doit pas imposer sa vision morale des choses, que ce soit sur les individus ou que ce soit, par exemple, sur les entreprises, dans le sens où l'État ne doit pas dire aux entreprises comment investir, comment dépenser, quoi vendre, où vendre, comment vendre. Alors, on est des conservateurs, puis on se le cache pas, mais il faut expliquer ce que ça veut dire d'être conservateur. Si vous pensez que ça n'a pas de bon sens d'attendre 17 heures à l'urgence, ben vous êtes un conservateur. Si vous pensez que ça n'a pas de bon sens que ce soit des fonctionnaires qui décident à quelle école publique vous allez envoyer vos enfants, ben vous êtes conservateur dans le sens où vous voulez diminuer la force de l'État sur vos décisions au quotidien. Mais visiblement, au Québec, les gens semblent avoir de la difficulté à faire la différence entre la droite sociale et la droite économique. Vous avez jamais pensé peut-être changer votre nom pour séduire un plus grand électorat, mais garder la même plateforme, les mêmes idées? Ben, c'est sûr qu'on y a pensé, hein, mais comme je disais tantôt, mettons par exemple là qu'on s'appellerait, on changeait notre nom pour, mettons, s'appeler l'Action, bon, je prendrais pas l'Action démocratique du Québec, mais mettons, je sais pas, n'importe quel nom. Le bon parti du Québec. Il y a par exemple, il existe un parti qui s'appelle le Parti de la classe moyenne. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? On ne sait pas. Le Parti de la Constituante, ça veut dire quoi? T'sais? Alors, conservateur, ça veut dire quelque chose. Pour notre clientèle, ça veut dire quelque chose. Là, ce qu'il faut convaincre les gens, c'est les gens qui sont pas nécessairement des gens de droite, c'est leur dire, écoutez, les conservateurs, on mange pas des enfants au petit déjeuner. Et puis, on veut la même chose que tout le monde. On veut un État prospère. On veut que les gens, que les Québécois soient fiers. On est convaincus que les Québécois ont pas besoin de se faire tenir la main tout le temps par le gouvernement et que les Québécois sont assez intelligents, débrouillards, créatifs pour vivre leur vie tout seuls sans tout le temps se faire dire par l'État quoi faire, puis comment dépenser leur argent, puis comment épargner leur argent. Monsieur Pouliot, est-ce que d'encourager les gens qui travaillent beaucoup, ce serait une bonne chose? Est-ce que d'inciter les personnes les pauvres, des inciter à travailler plus en les imposant, est-ce que ce serait pas une bonne chose selon vous? Je pense un peu à Margaret Thatcher qui avait pensé le faire en Angleterre, d'imposer les pauvres pour qu'ils puissent un peu plus s'intéresser à la politique, mais qui décident de travailler un peu plus aussi. Ben, c'est sûr que l'impôt, c'est une taxe sur le travail, donc comme n'importe quelle taxe, ça décourage les gens de travailler, tu sais. Alors, je pense que ça serait pas une bonne idée que tout le monde paye un petit peu d'impôts, mais tout le monde en paye de toute façon. On paye pas les impôts, mais on paye TPS, TVQ, taxe sur l'essence, taxe sur ci, taxe sur ça. Alors tout le monde finalement paye de l'impôt, paye des taxes, mais nous, on pense que les riches payent trop d'impôts au Québec et, tu sais, ce qui fait marcher l'économie, là, c'est des gens qui épargnent et qui investissent. Exact. Bon, ben, le capital, c'est mobile aujourd'hui. Tu sais, sur ton ordinateur, tu peux transférer 50 000 $ bien facilement. Tu peux investir au Québec, tu peux investir en Chine, tu peux investir aux États-Unis. C'est tellement facile aujourd'hui. Le capital est tellement mobile. Ce qu'il faut faire, puis la job du gouvernement, c'est pas de se substituer au privé. La job du gouvernement, c'est de créer un environnement qui va faire qu'on va accueillir les investissements. Les investisseurs vont être contents de venir ici parce qu'on va bien les accueillir, puis ils vont rester ici parce qu'on va bien les traiter. Alors, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça la job du gouvernement. C'est de créer un climat réglementaire, fiscal, qui accueille l'investissement et ensuite de ça, qui se tasse donc, qui fasse de la place, puis les entrepreneurs vont faire marcher l'économie. Et ça, je pense que ça va permettre à tout le monde de s'enrichir, puis ça va diminuer la pauvreté. Puis moi, mon souhait le plus grand, c'est qu'on ait de plus en plus de pauvres qui payent de l'impôt, dans le sens où s'ils sont moins pauvres, puis ils commencent vraiment à s'enrichir, ben ils paieront un peu d'impôt, puis ça va les rendre aussi conscients des services qu'ils reçoivent, puis ça va aussi, jusqu'à un certain point, les responsabiliser puis les rendre fiers de contribuer à la société. Ben, on a 120 000 assistés sociaux au Québec qui sont aptes au travail. Exact. Et qui sont en moyenne sur le bien-être social depuis 108 mois. C'est pas en leur donnant toujours de l'argent qu'on va les inciter à aller travailler, là. Non, c'est sûr que non. C'est en resserrant les règles. Programme, nous, on n'est pas contre le filet social. On veut tout simplement pas que ça devienne un hamac.
Il faut pas que ça devienne un plan de carrière, là, l'aide sociale. Oui, on est d'accord avec l'aide sociale. Tout le monde peut s'enfarger dans la vie. Ça arrive. Et on a été élevé dans une tradition judéo-chrétienne où on a toujours aidé notre prochain, tu sais. Mais quand on aide notre prochain, là, de façon privée, là, si vous avez, par exemple, un neveu qui a besoin d'aide, vous allez l'aider, mais à un certain point, quand ça va faire 1, 2, 3 ans qu'il est dans votre sous-sol, puis qu'il travaille pas, puis qu'il bouffe, il est toujours dans votre frigo, vous allez dire, hey, mon chum, là, tu vas aller travailler, là, parce que tu peux pas faire ça toute ta vie, tu sais. Alors, c'est ça qu'on veut. Nous, on veut encourager les gens à aller travailler. Ces gens-là qui sont sur l'aide sociale, ils ont du talent, ils ont des choses à contribuer, puis on va faire comme le président démocrate Clinton a fait aux États-Unis. On va mettre un maximum de mois pendant ta vie où tu peux bénéficier de l'aide sociale. Puis à un certain point, quand ça va faire, je sais pas, 50 mois, 40 mois, 30 mois, peu importe, là, on va dire, ben, ça va, c'est assez là. Pour les gens qui sont aptes au travail. Oui, pour les gens qui sont pas pour les gens, au contraire, les gens qui sont inaptes au travail, je pense que, tu sais, on leur donne peut-être pas assez, peut-être qu'on leur devrait donner un peu plus d'argent, mais l'objectif, là, dans ce que je propose, c'est pas de sauver de l'argent, c'est de retourner ces gens-là sur le marché du travail pour qu'ils deviennent des Québécois qui contribuent à notre société. Monsieur Pouliot, est-ce que c'est farfelu d'espérer vous voir au prochain débat des chefs, si jamais il y en a un? Malheureusement, selon les règles des médias, c'est probablement pas possible, à moins que quelqu'un qui est actuellement un député à l'Assemblée nationale ne traverse au Parti conservateur du Québec. À ce moment-là, ayant un député à l'Assemblée nationale, je pourrais aller au débat. Monsieur Pouliot, on me glisse à l'oreille. En fait, c'est vous qui me l'avez glissé à l'oreille la semaine dernière. Vous avez un livre qui va paraître prochainement? Oui, je sais pas exactement combien de temps, là, ça fait longtemps que je travaille là-dessus. C'est un livre qui essaie d'expliquer un peu ce que je viens de vous dire, c'est que les solutions étatistes des 40 dernières années au Québec, ça marche pas, ça marche pas au Québec, ça marche pas ailleurs, ça n'a pas marché en Russie, ça marche pas à Cuba, puis ça marche pas. Et d'une part, d'autre part que les trois partis politiques, les libéraux, les péquistes, les caquistes, offrent toujours le même genre de solution. Et ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est on peut pas seulement changer le chef, il faut changer le livre de recettes. C'est ça qu'il faut faire. Il faut changer le livre de recettes au Québec. Ça fait 40 ans qu'on suit la même recette, puis on est maintenant les plus imposés, les plus réglementés, les plus endettés en Amérique du Nord. Et il faut changer le livre de recettes si on veut se sortir du trou qu'on s'est creusé. Vous n'avez pas une date de sortie? Non, pas encore. Ça s'en vient, là. Je dirais d'ici en tout cas, 2-3 semaines peut-être, là. Merci, M. Pouliot. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Bonne journée. Bon samedi. Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Moi, c'est de la musique à mes oreilles. C'est si cet homme-là est capable de mettre en place tout ce qu'il souhaite, je trouve que le Québec s'en porterait mieux. Malheureusement, pas le chef, mais le Parti conservateur du Québec est très encore marginal, on va se le dire. Très peu connu, marginal, mais je trouve qu'il gagne à être connu, cet homme-là. C'est un gars, comme vous l'avez entendu, qui est de la droite économique. Il veut pas couper les chèques de BS. Là. Pas de la droite sociale jambon. Il veut donner du BS à des gens qui en ont vraiment de besoin puis qui sont pas en mesure de travailler. Puis même qu'il l'a mentionné, il dit, moi, je suis même prêt à en donner plus pour les gens qui en ont besoin puis qui sont pas en mesure de travailler. Mais pour les autres, là, les flancs mous qui sont sur l'aide sociale de génération en génération puis qui sont en mesure, eux, de travailler, mais ils ont tellement des bonnes conditions. T'sais, ils reçoivent leur chèque à chaque mois. Ils peuvent l'embiner, faire du travail au noir une fois de temps en temps quand ça leur tente. Se faire réparer les dents, tu sais. Ils sont pas foutus de se brosser les dents 3 fois par jour. À quoi ça sert? Anyway, mon gouvernement est là pour me réparer les caries gratuitement. Eux autres, ils veulent les faire payer. Puis moi, si c'était mon monde à moi, je ferais payer ces gens-là qui sont en mesure de travailler, mais qui restent à la maison à rien faire. Je sais qu'il y a bien des gens qui se demandent s'il y aura un candidat de présenter dans leur comté. Là, ben, évidemment, il n'y a pas encore des élections officiellement déclenchées. On connaît pas l'équipe à 100% là, des conservateurs. Mais aux dernières élections, c'était beaucoup concentré sur la région de Québec. Là. Donc, il y a fort à parier qu'il y a beaucoup de circonscriptions qui auront un candidat conservateur là, pour les prochaines élections.
Exact. Vous pouvez aller vous informer sur le parti d'Adrien Pouliot sur particonservateurquebec.org. Si c'est trop compliqué, vous en souvenez pas, tapez juste Adrien Pouliot, vous allez tomber dessus. PCQ. Puis vous allez voir là, tout ce qu'il parle sur l'éducation, sur la santé, son programme, vous allez voir son exécutif, les gens qui vont être présentés aussi dans les diverses circonscriptions. Ça va être sur son site Internet. Puis lui, il se présente dans le coin de Montmorency. Ouais. Là. Puis il faut pas se faire des cachettes. Si jamais il y a un élu pour ce parti-là, ça risque de commencer dans la région de Québec. Moi, j'aime ça. C'est pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ce gars-là est élu dans Montmorency, tu vas avoir Christian Dubé à Lévis, qui est pour la coalition Avenir Québec, qui parle très souvent d'économie. Tu vas avoir Adrien Pouliot qui s'y connaît comme pas possible en économie aussi. Fait que, veut pas, s'il est élu à l'Assemblée nationale, on va avoir des gens compétents qui sont en mesure de parler d'économie. Peu importe le parti, là. Actuellement, Marceau parle pas... Marceau. Et j'ai ça, je porte mon nom. Nicolas Marceau. Je me suis fait demander s'il était de ma famille hier. J'ai été insulté. Ça ferait des beaux parties, hein? Ouais, c'est ça. Mais actuellement, Nicolas Marceau fait pas le travail là, au niveau de l'économie. Là. Mais ça veut dire que si Adrien Pouliot est élu dans Montmorency et qu'il y a des élections, parce que maintenant, on sait, c'est des élections aux années et demie pratiquement au Québec, là, à moins d'avoir un gouvernement majoritaire, on aurait droit de voir M. Pouliot au débat des chefs dans un éventuel débat qui pourrait s'en venir dans un futur à moyen terme, si on veut, là, dans les prochaines années. C'est peut-être quelqu'un qui pourrait nous réveiller au Québec. Là. Si on lui donne la tribune du débat des chefs, là, c'est un gars qui s'exprime bien, qui connaît bien les enjeux économiques. Puis quand ça va faire encore un autre 3, 4, 5 ans qu'on s'enfonce plus loin dans notre trou, ben si on donne une tribune intéressante à ce gars-là, peut-être qu'il pourrait réveiller quelques consciences. Peut-être pas à ces élections-ci. C'est aux ça. prochaines élections, exact. Ça va être un adversaire.